Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui. Il a fait de la géopolitique sa spécialité et il voyage aux quatre coins du monde pour décrypter les enjeux des continents, d'ailleurs pas que du continent. Notre influenceur à suivre aujourd'hui, c'est Mister Géopolitics, mon influenceuse à moi et à suivre forcément, c'est Amélia Mattar. Amélia, aujourd'hui avec toi, on va revenir sur la question qui agite parents, profs, experts en ce moment, c'est l'éducation positive. Un premier sommet d'ailleurs de la discipline se tient en ligne jusqu'au 16 mai. Oui, comme il est bien dur d'être parent en 2023, j'ai décidé de proposer une nouvelle approche de la parentalité totalement inédite. Et bien justement, on y plongera avec toi en deuxième partie de cette émission. Vous le savez, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le Club Actu et en première partie, on va revenir sur cette loi adoptée par le Sénat comme par l'Assemblée sur la dérive des influenceurs. Influenceurs versus législateurs, c'était le match qui justement opposait les deux camps jusqu'à présent. Alors que dit exactement la loi? Que risquent les influenceurs et influenceuses contrevenants? Réponse évidemment à suivre. Et puis en deuxième partie, on va parler de ces Français qui notent littéralement tout, même les écoles. Selon l'IFOP, 88% d'entre nous se fondent sur des avis laissés sur Internet avant de faire nos choix, resto, médecin ou même justement école. Des commentaires rédigés en quelques minutes qui peuvent vous défaire littéralement des réputations. On verra si nos débatteurs du jour mettent 1 ou 5 étoiles. Tiens, à cette question. Pour en parler, Clotilde Biron, je suis ravie de t'accueillir pour la première fois dans ce Club Actu. Tu es avocate, experte du droit numérique et tu interviens notamment auprès des étudiants de la Digital School of Paris. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie, merci de me recevoir. Et puis un habitué, on ne sait pas faire sans Stéphane Zibi dans cette émission. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment, directeur de Ionis X, expert lui aussi tech pour RCJ et pour On refait le Mac. Bonjour à toi Stéphane. Bonjour Marjorie, bonjour mesdames, bonjour à tous. C'est beau, c'est beaucoup de bonjour pour un bonjour. Ah oui, non, je suis content d'être en minorité totale. Là. Ah ben voilà, il est heureux. Un Stéphane Zibi heureux, une Amélia Mattar au sommet et Clotilde Biron pour nous éclairer. Ça, c'est le sommet, vous le savez désormais, du club, mais tout de suite, focus. La curiosité est une arme d'éducation massive. Le youtubeur Gilda Leprince nous le prouve avec sa chaîne Mister Géopolitics. Près de 200 000 fans qui le suivent dans ses vidéos pour mieux comprendre les enjeux du continent, de la géopolitique dans son ensemble. On fait ce voyage au bout du monde tout de suite avec Xavier Terrade. Salut les aventuriers! Salut les aventuriers! Les aventuriers de Mister Géopolitics sont près de 200 000 à suivre Gilda Leprince sur sa chaîne YouTube. Une chaîne lancée en 2016 dans laquelle il nous fait voyager aux quatre coins du monde et permet de mieux comprendre les enjeux géopolitiques. L'Arctique, la Palestine et la Guyane, entre autres, n'ont plus aucun secret pour lui. Son voyage sur le Charles de Gaulle a aussi marqué les esprits. Le porte-avions Charles de Gaulle peut parcourir 1000 km en 24 heures. J'ai pu passer 6 jours à bord. En 2019, Mister Géopolitics faisait le point sur sa chaîne YouTube qui ne cessait alors de gravir les échelons. En 3 ans et demi, la chaîne est passée de ça, approfondir mes connaissances sur ces sujets-là, au volume total d'hydrocarbures déversés dans la nature. La moyenne des océans est de 3800 mètres. à ça. Le Japon, l'Inde. C'est parce que ça permet d'envoyer dans les... Les productions se sont professionnalisées et sacrément alourdies. Puisque j'ai relativement peu de moyens, je suis contraint de tout faire tout seul. Gilda Leprince appelait alors ses abonnés YouTube à le soutenir financièrement, dévoilant les coulisses de ses vidéos. Il m'a fallu 42 jours pour réaliser 2 épisodes au Svalbard. 4 jours de travail de recherche et de lecture, 4 jours d'écriture, 10 jours de tournage où l'on s'est rendu sur place, une fois de retour, 22 jours de montage, de réalisation des cartes et de post-production, 2 demi-journées de tournage d'interviews d'experts qui ont eu lieu à Paris, et 2 demi-journées d'enregistrement de la voix off. Avec autant de travail, cela permet à Mister Géopolitics de proposer une nouvelle vision du monde. Salut tout le monde, ici Mister Géopolitics. L'objectif de cette vidéo, c'est de mieux comprendre l'insécurité au Sahel et de mieux connaître les membres qui composent les organisations djihadistes de la région. Le youtubeur cartonne aussi sur TikTok où il a plus de 118 000 abonnés. Le succès de Mister Géopolitics s'est aussi décliné en librairie. Un jeu de société a même été commercialisé.
Et voilà pour Mister Géopolitics. Steph, je crois que tu as aussi un influenceur géopolitique préféré, mais cette fois-ci, ça se passe sur Twitter. Oui, c'est FC Géopolitics. Il raconte un peu les histoires entre les pays à travers les clubs de foot ou les équipes nationales, surtout les équipes nationales. Et c'est fascinant, c'est à travers des threads comme ça qui sont parfois un rallonge. Et il y a même un livre qui en a été édité à partir de cela et c'est fascinant. On adore cette idée dans l'école du futur. Donc j'imagine qu'en ce moment, Lionel Messi et l'Arabie Saoudite, ça fait partie aussi de l'explication de soft power. Ça va alimenter là. Je pense qu'on aura quelques tweets pendant quelques semaines à venir, surtout si ça se confirme. Voilà. Allez, on te promet un portrait FC géopolitique dans quelques instants, dans quelques jours peut-être éventuellement. On est connecté sur Twitter. Je vous donnerai les coordonnées. C'est beau. Cet homme est connecté. Ça tombe très bien parce que justement, on va continuer à parler. Vous le savez, dans ce Club Actu, des influenceurs. Oui, mais peut-être un peu moins positifs que ceux qu'on vous propose chaque semaine à nos côtés. Les dérives des influenceurs, c'est une loi, ça y est, adoptée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. On en parle avec nos débatteurs et débattrices. Et pour en parler, outre Stéphane Zibi et Amélia Matar, Clotilde Biron, tu nous as rejoint aujourd'hui pour cette émission. Tu es avocate experte du droit du numérique et tu interviens notamment auprès des étudiants de la Digital School of Paris. Ces dérives des influenceurs, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on les scrute. Ça a démarré avec une grande consultation lancée par Bruno Le Maire depuis Bercy qui essayait de mieux comprendre quelles pourraient être les propositions à intégrer notamment dans un encadrement législatif de ce secteur de l'influence. Aujourd'hui, on a comptabilisé à peu près 150 000 influenceurs et influenceuses en France, dont 15% vivent de cette activité à temps plein. L'idée avant tout, Clotilde, pour toi, c'était de mettre un petit peu d'ordre dans ce Far West de l'influence sur les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Alors l'influence, c'est un métier qui n'est pas nouveau, mais qui a pris de l'ampleur avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, alors le Sénat, d'après les chiffres, compte 150 000 influenceurs en France, mais cette notion recouvre une variété de métiers et de nature d'influenceurs. On a les nanos, les micros, les mégas, les plus gros influenceurs aussi, à plusieurs millions d'abonnés. On a différentes plateformes aussi en ligne, donc chaque influenceur chaque plateforme a ses propres codes, etc. Donc on a une myriade d'activités d'influence. Et du côté du droit, il n'y avait rien de très clair sur cette notion d'influenceur. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir clarifier. Je t'entendais dire micro, macro, influenceur. On a quasiment envie d'entendre micro-entrepreneur, macro-entrepreneur. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est le fait que ces influenceurs et influenceuses aient établi au fur et à mesure auprès de leur communauté quasiment des actes commerciaux, des démarches en tout cas commerciales. C'est bien ce qu'il fallait pour le législateur paramétrer. On est pleinement dans un secteur commercial et certains influenceurs en ont fait leur profession. Donc il y a une vraie professionnalisation du secteur et on avait donc des lois. Alors on a des lois. Alors ce fameux Far West, comme tu dis, eh bien, on l'a constaté aussi par la pratique. Nous autres avocats, en accompagnant nos clients, aussi bien influenceurs, agents d'influenceurs, mais également tous les métiers autour dans ce secteur. Et ce Far West, parce que alors c'était pas un vide juridique, c'était un flou. Il y avait plein de lois un peu partout, et aussi au regard de la nature de l'influenceur, on savait pas trop comment le saisir juridiquement. Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un créateur de contenu avec donc éligible au statut d'auteur pour se voir reconnaître des droits d'auteur sur les contenus? Est-ce que c'est un mannequin? Une égérie, etc. Donc autant d'éléments qui pouvaient être attachés à... Il y en a vraiment pour tout. Et c'est d'où l'importance de pouvoir être encadré par la loi, définir même ce statut d'influenceur. Exactement. Mais alors ça, c'est pas une mince affaire de définir un statut, parce que c'est crucial de définir le statut légal pour ensuite découler des règles applicables à cette personne. Et le statut d'influenceur, j'ai eu la chance de participer au débat, en tout cas aux constructions parlementaires autour de cette notion. Et juridiquement, c'est très dur de poser un cadre, enfin en tout cas une définition à l'influenceur. Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que ça peut être également une personne morale, une société? Alors où est-ce qu'on va dans la définition de l'influenceur? Ici, la proposition de loi qui a été adoptée
par l'Assemblée nationale et hier par le Sénat. Ouais, c'est allé très vite, puisque du coup, les sénateurs commençaient la lecture du texte mardi, adopté à l'unanimité dans la foulée. Exactement. C'est ce qui s'est passé aussi devant l'Assemblée nationale. Donc on sentait qu'il y avait ce besoin, en tout cas, de cette loi s'est fait ressentir. Et donc, ce qui est intéressant dans la proposition de loi, c'est qu'on ne vise pas tous les influenceurs. Et d'ailleurs, on ne donne pas une définition de l'influenceur, on donne une définition de l'activité d'influence commerciale. Donc déjà, c'est différent. Et donc là, on va définir qui peut exercer une activité d'influence commerciale. Toute personne physique ou morale, etc. etc. Enfin bon, après, il y a plein de critères juridiques qui viennent s'ajouter. Mais c'est intéressant de voir ça, c'est qu'on a exclu du coup toute l'influence non commerciale, qui était un vrai sujet de se dire, est-ce qu'on doit aussi légiférer autour d'un leader d'opinion ? Est-ce qu'un politicien aujourd'hui est influenceur ? Oui. Mais est-ce que c'est un influenceur commercial ? Bon, je ne pense pas. Enfin, peut-être s'il y a des placements de produits ou des partenariats. Mais donc, il fallait aussi bien scinder l'influence commerciale du reste. C'est extrêmement intéressant, justement, ce niveau de précision vers lequel sont allés les législateurs dans leur ensemble. J'entendais presque Stéphane, tu vois, une petite voix de Stéphane Zibi dire « Attendez, le jour où ChatGPT sera reconnu comme influenceur commercial, ça fait encore plus se corser ». Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je te prête des intentions que tu n'as pas, tu vois. Je ne pense pas qu'à ChatGPT. C'est vrai, ouais, c'est beau. Je pense à Midjourney aussi. Ah oui, par exemple. Est-ce que tu penses aux sanctions qui encourent justement pour les influenceurs escrocs? On va les regarder avec toi, notamment Clotilde de près. Il y a des sanctions qui sont dissuasives. C'est de l'amende, c'est de la prison. Alors c'est dissuasif, mais c'est aussi très concret si toutefois on contrevenait à la future législation, au futur texte. 4 500 € d'amende jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison, c'est exactement ça. Mais est-ce que la sanction finalement la plus complexe à gérer pour ces influenceurs et influenceuses, celle qu'ils encourent de fait, c'est pas surtout celle de se délégitimer en ligne, celle de trahir en fait un petit peu leur communauté, c'est leur bien le plus précieux, leur réputation sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis d'accord. C'est souvent aussi un conseil, en tout cas une discussion qu'on a avec nos clients qu'on accompagne qui ont un bad buzz ou alors qui risquent une sanction pénale ou administrative. Et la question, c'est ok, vous avez ce risque-là d'une sanction, mais vous avez toute la question qui n'est pas juridique de la communication. Donc souvent, nous, on conseille de se faire mieux conseiller d'un point de vue communication, parce que c'est pas notre métier, nous autres avocats, mais il y a une vraie question d'image de marque de l'influenceur et de crédibilité, ça c'est sûr. Alors, Arthur Delaporte, qui est un des deux députés à l'origine de cette d'abord proposition de loi, je rappelle que c'était une proposition de loi transpartisane, d'où aussi peut-être le fait qu'elle ait pu réussir à être votée en première lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat à l'unanimité de chaque chambre. Arthur Delaporte nous dit que ça y est, les choses sont déjà en train de changer, c'est-à-dire que même en ouvrant le débat, d'abord par Bercy, puis par le Parlement, on commence à avoir des influenceurs, des influenceuses, des marques aussi, des plateformes qui mettent un petit peu d'ordre dans leur process. Ça veut dire que, soyons un petit peu fous sur ce plateau, l'autorégulation, ça peut marcher aussi, Stéphane ? Il y a eu, de fait, il y a eu quelques scandales avec les crypto-monnaies ou tout un tas de placements qui ont été quand même un peu plus que légers. En tout cas, dans leur communication, les influenceurs étaient plus légers. Ils parlaient de ça comme s'ils vendaient un paquet de lessive et ils ne se rendaient pas compte qu'on touchait quand même à quelque chose de sensible qui était quand même l'argent des gens et possibles arnaques qu'on pouvait avoir. Donc, de fait, déjà, maintenant, il y a eu ça et il y en a eu d'autres, sûrement. C'est là qui m'a marqué, en tout cas, dernièrement. Et je pense que, de fait, les influenceurs, ils vont bien faire gaffe à tous ceux qui vont les contacter d'un côté et aussi quand ils vont effectivement communiquer, ils vont bien s'apercevoir quand même qu'ils ne vont pas communiquer un produit si pour une brosse à dents à ultrasons et la brosse à dents elle explose dans la bouche. J'espère qu'au moins ils l'auront testé un peu avant, quoi, pas seulement pour une vidéo de 2 minutes. Quoi. Et donc c'est ça qui est bien. J'espère que c'est les influenceurs, de toute façon la base c'est les influenceurs et leurs agents qui doivent penser les sanctions. Alors je sais pas si de 4 500 non mais 300 000 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison. Par rapport à toutes les sanctions qui peuvent exister dans d'autres domaines, est-ce que c'est dissuasif, pas dissuasif?
Je sais pas, pour moi, la réputation, c'est vrai que c'est ce qui est important. Et après, il n'y a pas une sorte de casier, ou je sais pas comment, pas casier, mais on va dire de carton jaune qu'on pourrait donner à des influenceurs qui ont fauté. Je sais pas si ça peut marcher, mais en tout cas, je sais que d'un côté, les influenceurs, ils doivent vraiment faire un peu attention. Les marques, elles ont besoin de faire parler, donc parfois elles oublient un peu les choses. C'est pour ça que je dis les marques, je me méfie d'elles plutôt. Tu te méfies plus des marques en l'occurrence que des influenceurs et des influenceuses au départ. Elles ont besoin de faire parler, parfois coûte que coûte, quel que soit le risque en cours. Ouais. Absolument. Je rappelle que dans les propositions qui étaient nées justement de cette consultation publique lancée par Bercy, il y avait notamment l'idée de pouvoir apposer un label sur les produits, sur les services aussi vantés par ces influenceurs et influenceuses. Au-delà de la loi, finalement, c'est aussi un secteur qui est en train de s'organiser et qui est aussi en train de peut-être aussi payer les pots cassés des écueils dans lesquels il est tombé ces différents mois et ces différentes années, Clotilde et Amélia. Alors, il faut savoir aussi qu'on a beaucoup médiatisé les dérives. C'est d'ailleurs la réponse portée par la proposition de loi, c'était de lutter contre ces dérives. Mais à côté de ça, vous avez tout un tas de professionnels du secteur qui font bien les choses depuis des années. Et d'ailleurs, il y avait cette dichotomie, ou en tout cas cette volonté de cette partie-là, de ne pas être confondue avec ceux qui faisaient mal, sciemment ou non. Et donc, aujourd'hui, par exemple, les obligations qui sont portées là, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est donc de rassembler des textes de loi qui s'entendaient déjà, quand on dit qu'il faut apposer, ou en tout cas faire figurer la mention, l'intention commerciale de la publication. C'était bien avant, ça existait bien avant, en vertu des principes de transparence et de loyauté de la publicité. Une publicité doit être présentée comme telle. On ne doit pas, sinon c'est de la publicité clandestine, et ça, c'est déjà une infraction. Mais par exemple, excuse-moi, j'ai peut-être une question. Je vous en prie, prenez possession de ce plateau, c'est le vôtre. Non, mais l'influence, on parle bien sûr de tous les réseaux sociaux, les TikTok, etc. Mais par exemple, on voit là, sur Google News, on regarde les infos et il y a 3 articles sur 4, c'est du public information. Et c'est pas vraiment clair. C'est pourtant une forme d'influence, ce type de choses. Et pourtant, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la loi, parce que c'est pas obligatoirement écrit que quand on clique sur le lien Amazon, bon, la personne, tant mieux qu'elle gagne de l'argent, parce qu'il faut qu'elle gagne de l'argent ces sites-là, sinon ils ne vivent pas. Mais c'est pas écrit clairement. Mais pourtant, c'est de l'influence. Oui, ça, c'est tout ce qui est mécanisme d'affiliation, de retargeting, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau non plus. Et effectivement, je ne suis pas persuadée que ça soit considéré comme de l'influence commerciale au sens de la loi. Mais c'était toute la difficulté du législateur, c'est de faire, de bien définir au début la notion de l'activité d'influence, justement pour anticiper, parce qu'il ne faut surtout pas que cette proposition de loi soit une loi de circonstance pour résoudre ce petit problème du microcosme qu'on a vu sur certains réseaux sociaux. Et qu'en fait, ça va faire un effet un peu... ça va retomber aussi vite que c'est arrivé, parce qu'en fait, les influenceurs ou d'autres acteurs vont être créatifs et vont venir avec des nouvelles pratiques. Et voilà, c'est toute la difficulté aussi d'une loi, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourra la contourner, comment les plus malins pourront essayer de la contourner. Et aussi, j'imagine aussi dans la tête des législateurs, se dire qu'il faut pouvoir être pérenne. Donc typiquement, quand on va définir de façon vraiment juridique ce statut d'influenceurs et d'influenceuses commerciaux, bien entendu, on va essayer aussi de pouvoir l'étendre au champ le plus large possible. Pour être encore une fois très concret, Clotilde, Stéphane et Amélia, ça veut dire que une fois l'entrée en application du texte, on va regarder, le législateur du coup va regarder de très près l'influence, par exemple, sur les produits en crypto-monnaie, sur la chirurgie esthétique aussi, sur des placements. En l'occurrence, il y a déjà des secteurs qui sont régulés, comme l'accès aux mineurs, aux jeux d'argent et aux paris sportifs. Mais on va pouvoir lister au fur et à mesure. Tu le disais tout à l'heure, les influenceurs, influenceuses, ils peuvent avoir une grande créativité. C'est même leur métier de créer du contenu. Donc, est-ce qu'à chaque nouveau secteur, nouveau produit qui va entrer dans l'apanage de leur influence, il va falloir aussi légiférer, ou justement, pour une fois, on a un texte qui est agile et qui va pouvoir s'adapter? J'ai l'impression que c'est quand même une énumération à la Prévert de tous les secteurs. Et ça a fait l'objet de discussions au sein des deux chambres. C'est de savoir jusqu'où est la limite. Est-ce qu'on va réglementer tous les secteurs d'activité au risque d'aller sur le terrain, d'aller grappiller sur la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce. Donc c'était tout l'équilibre qu'il fallait avoir dans cette proposition de loi. C'est suffisamment protéger
protéger le consommateur, mais pas arrêter des secteurs d'activité en pleine expansion. Donc je crois par exemple que les crypto-monnaies, il n'y a pas d'interdiction de faire de la publicité. En revanche, ça va être très encadré. Donc il va y avoir certainement un décret d'application. Je n'ai pas pris connaissance de la version du texte. C'est tout chaud. Hein. Et puis en plus, là maintenant, il y a commission mixte paritaire dans le processus de la loi pour pouvoir justement harmoniser les points de la loi qui ont été revus au goût du jour à la fois par les sénateurs et par les parlementaires. Et puis ensuite, il y a une navette évidemment de la proposition de loi, du texte entre les deux chambres pour une deuxième lecture. Après, c'est sûr que la loi, une fois qu'elle va être adoptée, elle ne s'appliquera que pour l'avenir. Donc tout ce qu'aujourd'hui, les dérives qu'on a constatées par le passé, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sanctionné ou que ce n'est pas sanctionnable. Hein. Il faut juste mettre maintenant les moyens à l'exécutif pour pouvoir aller poursuivre les infractions qui auraient été commises avant l'adoption prochaine de cette loi. Et puis pour après, il faudra aussi mettre les moyens en face de ce texte législatif pour aller poursuivre. En tout cas, on peut dire qu'il y a une véritable accélération du temps et des propositions législatives autour à la fois des questions d'influence, de droit aussi à l'image, des mineurs ou des adultes en ligne. On a vu toutes ces lois se bâtir en quelques mois cette année. Évidemment, celle sur les dérives des influenceurs dont on parle aujourd'hui ensemble avec vous, messieurs, dames, mais aussi celle du député Bruno Studer, qui avait déjà été l'auteur d'une première loi en 2020 pour pouvoir réguler, là aussi, et protéger les enfants influenceurs. Cette année, c'est une nouvelle loi qu'il a fait voter sur le droit à l'image, justement, des mineurs en ligne. Clotilde, on a une accélération du temps, justement, sur ces sujets. C'est une bonne nouvelle ? Ah, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on voit aujourd'hui arriver les litiges. Et puis, alors, on n'en a pas encore beaucoup en France sur ce sujet-là, mais moi, j'imagine déjà dans quelques années, quand les enfants qu'on aura exposés sur les réseaux sociaux, porteront plainte contre leurs parents pour atteinte à l'intimité de leur vie privée. Et ça a été vu. C'est un cas qui a été notamment... On recevait Bruno Studer pour en parler au moment où il faisait cette proposition de loi et où il l'a détaillé. En effet, c'est notamment un cas de figure qui a été envisagé par ces équipes. Exactement, et on a aussi, aujourd'hui, on a déjà des questions qui se posent sur l'exercice de l'autorité parentale et l'exercice du droit à l'image de l'enfant mineur par les deux titulaires de l'autorité parentale. En entendant ce qui est dit tout à l'heure, je pense à un truc. Pourquoi on n'a pas fait on a le statut d'auto-entrepreneur et tout, pourquoi on n'a pas créé un statut juridique d'influenceur qui encadre totalement la chose, et que si la personne fait de la moindre dérive, elle perd son statut. Et elle peut plus le faire. Et là, c'est une véritable sanction. Oui, sauf que ça faisait l'objet des réflexions. Mettre un schéma déclaratif, ou en tout cas où on demande une proactivité de la part une action de la part de l'acteur qui se revendique influenceur, très bien. Mais quelqu'un qui ne veut pas du tout rentrer dans les clous de la loi, qui ne veut pas se voir contraint à mettre la mention publicité, etc., cette personne, elle va tout faire pour sortir de la définition de l'influenceur. Donc il ne faut pas que ce soit une définition donnée sur, je dirais, déclaratif, mais au contraire, une définition donnée par le statut juridique qui va à la clé. Moi, je pensais déjà à un statut juridique équivalent à un micro-entrepreneur, un statut influenceur, avec tout ce que ça peut comporter comme contrainte, avec les droits d'auteur, avec l'âge, avec tout. Voilà. Alors ça veut dire que toutes les activités de cette personne vont devoir coïncider dans ce régime-là, et c'est risqué parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, il y a des sportifs qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont influenceurs à leurs heures perdues. Enfin, on a tout un tas de métiers. Donc, c'est une vraie réflexion. Maintenant, juridiquement, ça demande, je pense, beaucoup de travaux. On voit que c'est pas si simple, en effet, de pouvoir bâtir des lois, de pouvoir réguler ce type de secteur et ces activités en ligne. Merci en tout cas, Clotilde, de nous avoir éclairci justement nos lanternes sur ce texte qui a été adopté en première lecture, vous le savez, depuis le 30 mars par l'Assemblée nationale et depuis cette semaine par le Sénat. On va continuer à parler de nos pratiques en ligne, notamment de notre habitude à tout noter. Ce sera dans la deuxième partie du club, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de mon influenceur préféré, Édouard Deniau.
see you looking at my PIC. Cause you dang, trying to dang, baba, keep on taxi. Zoom in, zoom out. L'école du futur, très dissipée aujourd'hui, mais c'est normal, c'est Club Actu. On est en compagnie de Stéphane Zebi, évidemment, et de Clotilde Biron. C'est la première fois que tu nous rejoins. On en est très heureux pour ce Club Actu. Avocate, experte du droit numérique, et tu interviens aussi auprès de la Digital School of Paris. Amélia Matar est aussi avec nous. Là aussi, ça tombe bien parce qu'Amélia a une idée derrière la tech. Et Amélia, avec toi, on va parler parentalité, avec notamment une des questions qui enflamme littéralement l'écosystème de l'éducation et de la pédagogie en ce moment. On l'a vu fleurir sur les réseaux sociaux, on en voit aussi des titres dans la presse ou encore des émissions spéciales, notamment en télévision. La parentalité positive, c'est quoi, Amélia ? Alors, je vais peut-être pas répondre tout à fait à la question, mais face à la cacophonie ambiante autour de l'éducation, effectivement, de Catherine Guéguen à Caroline Goldman, je me suis dit qu'il manquait une nouvelle voix pour rendre tout cela encore plus inaudible. Vous admettrez que l'intention est louable. Notons tout de même que la même semaine, il y a quelques jours, l'Obs titrait « Le complexe parental, comment être parent aujourd'hui ?» Avec cette photo franchement lugubre. Je ne peux pas croire que les journalistes n'aient pas vu eux aussi le cliché tout droit sorti d'un film d'épouvante. La même semaine, le magazine Les Maternelles titrait là encore en une « Est-ce que j'aime trop mon enfant ?» Est-ce que j'aime... c'est une très très bonne question. Dites donc, il y a une coïncidence entre tous ces titres de presse et toutes ces émissions et ces sujets qui paraissent en même temps ? Oui, clairement, cette concordance, à mon sens, montre à quel point la pression mise aux parents est incroyablement forte à notre époque. Donc moi aussi, j'ai décidé de développer une nouvelle méthode éducative révolutionnaire, inédite, grandement réfléchie, puisqu'elle tient le temps d'une chronique. Donc vous comprendrez bien que c'est une blague. Ce concept qui fait fi des dernières recherches, totalement réprouvé scientifiquement et surtout totalement improvisé, je l'ai nommé le syndrome de nullité parentale. Il est très simple et j'espère qu'il fera du bien à tous les parents qui, comme moi, éprouvent un certain tournis entre Catherine Guéguen et Caroline Goldman, même si personnellement je pense un peu plus du côté de Catherine. Il est impossible de ne pas virevolter aujourd'hui entre toutes ces injonctions parentales contradictoires. Chers parents, nous sommes tous atteints du syndrome de nullité parentale. Il est universel à travers les lieux, les époques, les classes sociales ou les styles de vie. Moi, j'ai l'impression qu'on a déjà un patient zéro, c'est Stéphane Zebi sur ce plateau. T'es le premier à tomber en pleine nullité parentale. Je confirme, j'assume. Alors on va regarder ensemble avec Amélia quels sont les grands principes de ce concept. Oui, alors avant d'aller plus loin sur ce concept, une petite parenthèse sérieuse, très courte, pour donner malgré tout quelques repères éducatifs pour vous situer. Il existe bel et bien des styles parentaux qui s'avèrent plus gagnants que d'autres. La théorie de Baumrind, issue des travaux de la psychologue américaine Diana Baumrind, distingue notamment 4 styles parentaux qu'elle place sur une matrice en 2 axes, l'axe de l'exigence et l'axe de la chaleur. Les parents permissifs sont très chaleureux et peu exigeants. Les parents négligents sont peu chaleureux et peu exigeants. Les parents autoritaires sont peu chaleureux et très exigeants. Et les parents dits démocratiques, la traduction française est un peu bizarre, sont très chaleureux et très exigeants. Et c'est ce dernier style qui manifestement est le plus profitable au développement de l'enfant. Attendons en effet de nos enfants qu'ils soient respectueux, qu'ils contribuent au groupe, de la société à la famille, qu'ils apprennent à discerner les besoins de l'autre, à y répondre sans se renier, qu'ils aient le goût de l'effort, de la justice, de l'éthique, de l'équité, du respect des règles, évidemment. Mais donnons en parallèle tout ce qui nous est permis de donner, d'amour, de joie, de chaleur, d'écoute attentive. Gâtons nos enfants autant que cela est possible, de tout cela aussi. Parenthèse refermée. Parenthèse refermée, mais il faut quand même que tu nous dises comment est-ce qu'on essaie d'y voir plus clair. Eh bien, malgré tout, on restera des parents nuls. Évidemment, je précise que les violences éducatives, cris, menaces, humiliations, coups, etc. sont à exclure tout bonnement. Malgré tout, les erreurs parentales sont inévitables et dès lors qu'on essaie d'appliquer au mieux cette recette exigence et bienveillance, nous sommes a priori sur le bon chemin. Et je crois aussi en tant que parents que nous devons admettre que notre enfant, sa personnalité, ses choix, son destin nous échappent. C'est un individu indépendamment de nos styles parentaux avec des caractéristiques qui lui sont propres, tout comme nous n'avons aucun levier pour déterminer s'il sera blond ou brun, si elle sera grande ou petite, robuste ou gracile. Nous n'avons pas de levier
pour déterminer s'il sera un rêveur ou un fonceur, si elle sera calme ou agitée, dormeuse ou tapageuse. Donc faisons de notre mieux, mais abandonnons cette quête douloureuse et malheureuse d'être des parents parfaits et de nous conformer à des théories parentales péremptoires qui fonctionnent incroyablement bien dans les livres, mais beaucoup moins bien chez vous à 20h48 quand il faut aller au lit, que la petite confond dentifrice et shampoing, que le grand gratte une dernière histoire et que c'est quoi cette odeur? C'est celle des nuggets qui sont en train de carboniser dans le four. On voit bien que l'on ne peut pas être parfait et prendre conscience de cette nullité parentale universelle peut être un bon moyen d'alléger la charge énorme qui pèse sur les épaules de tant de parents aujourd'hui. Charge mentale et charge parentale, donc ça veut dire en fait qu'en réalité, tu n'as pas de conseils pour les parents? Si, deux petits conseils quand même merci, pour ça fait finir. plaisir. En tant que contributrice au bruit des injonctions parentales, je ne pouvais pas m'en empêcher, pardon. Alors le premier, c'est de passer le relais. L'éducation, c'est une course. Oui, je compare nos enfants à des bâtons de relais parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Se soutenir et se relayer, famille, amis, papy, mamie, pour gagner ensemble la course parentale. Autrement, c'est l'essoufflement garanti. Deuxième conseil, c'est celui d'observer ses enfants. Les enfants sont des individus singuliers, uniques. Prendre du temps d'observation est fondamental. Par exemple, poser ses fesses sur le banc du parc, couper son téléphone, ouvrir ses yeux et ses oreilles est une véritable école de l'éducation en tant que telle. L'observation de votre enfant vous apprendra énormément de lui-même et vous permettra de répondre à ses besoins, d'adapter cette réponse. Maria Montessori, que j'aime bien, disait elle-même « La qualité fondamentale pour le parent et l'éducateur est de savoir observer ». Bon, donc si je comprends bien, on ne naît pas parent, on le devient, comme beaucoup de choses finalement dans cette émission. Merci infiniment Amélia pour ce concept avec toi. Bon, du coup, la nullité, c'est dur à dire, en plus parentale, ça te parle, Stéphane, jusque-là? Non, ça va, je suis content. J'ai beaucoup aimé. J'essaie de me caser dans les trucs démocratiques, etc. Oui, très exigeant et très chaleureux. Voilà, je suis sûre que c'est ça. Ouais, je suis comme ça quand même, malgré tout. Non, ça va. Je suis rassuré. Alors, tu vois, un Stéphane si bien rassuré, forcément, ça nous permet de passer à un club actu encore plus chaleureux et encore plus serein. Merci Amélia, vraiment, pour ce nouveau concept. Clotilde, Stéphane, Amélia, vous restez avec moi parce qu'on va se mettre dans la peau de ces 88% de Français qui notent littéralement tout, les restos, les médecins, même les écoles. Vous savez, ce sont ces avis qu'on laisse justement sur Internet avant de faire surtout qu'on lit avant de faire nos choix. Est-ce que c'est aussi votre cas? On en parle dans la deuxième partie du club. Hôtel, produits professionnels de santé, noter un service est définitivement devenu un réflexe sur Internet. Le Parisien aujourd'hui en France consacre un énorme article d'ailleurs à ce phénomène cette semaine, mais ce n'est pas le premier parce que c'est un espèce de marronnier aujourd'hui, cette notation en ligne. L'IFOP édite un sondage chaque année notamment à ce sujet. Le chiffre de l'année, c'est 88% de nous, messieurs, dames, Français et Françaises, qui nous référons à ces avis avant même de pouvoir faire un choix. On dit que le système de notation est apparu avec la création d'Amazon, Steph, en 1995. C'est vraiment Jeff Bezos qui finalement a créé ce réflexe chez nous? Parce que sur le même site, oui, on pouvait donner des avis sur les produits culturels pour pouvoir nous encourager à acheter. Il se trouve qu'au départ, c'était peut-être lancé comme ça, mais c'est devenu un véritable passage obligé. Sauf que pendant des années et des années, ceux qui s'exprimaient, c'était ceux qui n'étaient pas contents. Voilà. Et donc, Et donc, depuis quelque temps, on est encouragé à dire du bien de notre expérience, en particulier les hôtels, en particulier les restaurants. On nous demande est-ce que la réservation s'est bien passée, est-ce que les gens ont été gentils. Ok, super. Et nos avis deviennent maintenant même récompensés. On est récompensé parce qu'on est incité à dire du bien. Et aujourd'hui, et même là, j'ai une amie qui lance son site d'e-commerce de casques de vélo. Ouais. Elle a voulu mettre des bons plans pour le French Days. Impossible. Parce qu'elle n'a pas eu d'avis. C'est-à-dire qu'en gros, on ne la connaît pas. Et donc, en gros, elle ne peut même pas lancer son business. Donc, une jeune entrepreneuse de Strasbourg ne peut pas, aujourd'hui, lancer un site sans qu'elle ait été référencée avant dans les trucs d'avis. Donc, moi, j'ai trouvé ça... c'est complètement fou ce que tu nous dis. Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu préparé un peu l'émission. Non, c'est beau. Et le travail pour cette émission, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Donc, je trouve qu'aujourd'hui... C'est vachement bien. 88%, c'est quand même plus qu'une grande majorité, c'est même une ultra-majorité, et ça va continuer, et ça va devenir un réflexe. Maintenant,
Mais alors justement, on va tous devenir obligés de passer par là, et donc le pouvoir va être dans Trustpilot et avis vérifié. Mais est-ce que c'est pas déjà le cas depuis longtemps en réalité, Clotilde? Et puis surtout, est-ce qu'il y a une définition légale, juridique de la notation en ligne? L'avis en ligne, non, n'est pas défini par la loi, mais on a quand même cette notion dans le Code de la consommation. C'est une disposition qui a été instaurée par la loi Le Maire, la loi pour une République numérique de 2016, donc avec son décret d'application qui a intervenu l'année d'après en 2017. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on a régulé, ou en tout cas encadré le secteur de la notation en ligne. Et qu'est-ce que dit la loi? Eh bien, on cherche surtout, enfin en tout cas c'est venu dans un besoin de pouvoir authentifier ses avis, parce qu'on a vu naître avec les plateformes, etc., des pratiques des faux avis. Également aussi des pratiques des plateformes qui supprimaient, ou des éditeurs de sites d'e-commerce qui supprimaient automatiquement les avis négatifs pour ne garder que les meilleurs, etc. Aujourd'hui, il y a un cadre qui impose donc à toute personne éditeur d'un site marchand, non marchand ou d'une plateforme en ligne, sur lequel il y a ces systèmes, l'affichage, la diffusion des avis en ligne, d'expliquer, de préciser différents éléments, la date de réception de l'avis, de vérifier bien évidemment d'où vient cet avis, si c'est un ancien client ou pas, et donc invite à une certaine modération et à une vérification préalable pour éviter donc justement cette dérive des faux avis. Mais ça c'est très intéressant, en tout cas pour pouvoir faire un peu le tri entre le bon grain livré dans les vrais ou les faux avis, en tout cas pouvoir les vérifier, qu'il y ait une véritable curation. Si je laisse un commentaire négatif sur un site, entre mon commentaire négatif et la diffamation, il n'y a qu'un clic? Souvent. Ouais. Souvent, justement, nous, on intervient pour... je viens avec mon expertise d'avocate. Généralement, les clients viennent nous voir mécontents de la réception d'un avis négatif et écrivent directement la diffamation, etc., etc. Il n'y a qu'un clic, parce qu'en réalité, on est vraiment à la limite de... Est-ce qu'on est dans le cadre de la liberté d'expression de la personne, qui a le droit d'exprimer son expérience, fût-elle mauvaise ou bonne, auprès de tel ou tel acteur économique, ou est-ce qu'on est vraiment ici sur l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne, donc la définition légale de la diffamation. Et donc, il va falloir qualifier donc ça dépend. Réponse d'avocat, un avis, tout dépend de l'avis. Et il va falloir donc décortiquer. Est-ce qu'on est même, parfois, on est même sur de l'injure. C'est même pas de la diffamation, c'est complètement l'expression tout bonnement d'une insulte de public. Heureusement, la loi est là aussi pour pouvoir obtenir la suppression de ces avis qui dépassent l'entendable. Alors qu'on puisse, encore une fois, noter des produits, des services, des hôtels, des réservations aussi, pourquoi pas de voitures, jusque-là, c'est une chose. Mais aujourd'hui, non seulement les professionnels de santé, mais aussi l'éducation s'insurgent contre les avis laissés sur Google, notamment contre leurs écoles et contre leurs cabinets, notamment médicaux. Regardez le syndicat des directeurs et directrices d'école qui vient justement de s'emparer de la question. Le problème pour eux, c'est que là aussi, comment pouvoir exprimer un feedback, un retour, une critique, un commentaire vis-à-vis de la qualité d'un enseignement. Est-ce que, Stéphane, tu as déjà vu Yonis être noté sur Internet ? Tout le temps. Tout le temps. Et comme je le disais au début, on était hyper mal noté. Mais quand j'y hyper mal, ça a été même pendant un moment un problème, parce que les gens, il y avait une différence, mais même pour aller au bout même de l'histoire, il y avait un logiciel qui est notre ERP, qui permet d'avoir les feuilles de présence. Comme c'est des interfaces pas très jolies, ils pensaient que c'était nous. Même nous, ils critiquaient le logiciel qui avait un truc Google for Business, là. Ils critiquaient, ils disaient, il faut avoir c'est nul cette école. Les gens, ils étaient là pour critiquer. On a contrebalancé ça, bien sûr, parce que voilà, les écoles du groupe, c'est quand même des belles écoles et elles ont sont des belles marques, mais ça peut être catastrophique, parce que les gens, ils ont un premier regard qui est disons que je leur 2,3 sur 5, c'est pas une bonne école. Ouais. Et voilà, et donc en gros, mais on voit après quand on lit les avis, les détails et ce qui est dit, ce sont juste des mauvais élèves qui se sont plantés et ils sont tombés sur des profs qui les ont notés comme malheureusement ils se devaient, et c'est tout, c'est comme ça. Donc quand on lit et qu'on creuse, la valeur des étoiles du Google, en tout cas sur Google, il faut les relativiser. Et ce qui par contre est important pour les écoles, là c'est
Ce sont les classements annuels que nous avons, que ce soit sur Usine Nouvelle, sur le Figaro, sur l'Étudiant, sur Challenge. Là, par contre, là, je le dis, c'est décisif. C'est parce que ce sont des sondages d'opinion qui ont été faits et réalisés auprès des élèves. Et les élèves disent, voilà, ça s'est passé comme ça, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un boulot, le boulot a tel salaire. Et voilà, et donc là, c'est du déclaratif, comme les avis, mais là, c'est la réalité des choses. Et on voit l'évolution. Et là, par contre, ce ne sont pas des avis dématérialisés sur des sites qu'on a vus, mais sur des médias respectables, on va dire ça comme ça. Là, il n'y a aucun problème. Mais il y a aussi des sites qui ont été justement bâtis pour pouvoir noter son entreprise et son école, comme Glassdoor, par exemple. Là, juridiquement, ces sites-là, ils tombent sous le coup de la loi. C'est anonyme en plus. Glassdoor, c'est anonyme. Quand on n'est pas content de son patron, tout à fait. S'il ne nous a pas augmenté, on est énervé, on dit que ça vaut 2. Voilà. Ouais. Ça me fait penser à une décision. On a eu déjà de la jurisprudence qui est tombée sur ces sujets-là. En 2008, on a la Cour d'appel de Paris qui s'est prononcée sur l'ouverture ou du coup la fermeture d'un site qui notait les professeurs, les enseignants. Et le motif de fermeture, c'est que ce site causait un trouble manifestement illicite pour les enseignants qui étaient notés. Et c'était très intéressant parce que la décision de la Cour d'appel de Paris s'est fondée sur l'atteinte, en tout cas les règles relatives aux données à caractère personnel des enseignants. On a considéré que donc il y avait une collecte de données à caractère personnel sur ces professionnels qui n'étaient pas légitimes, etc., et qui étaient excessifs. Enfin bon, bref, je passe les détails, mais et c'était intéressant, et c'est sur ce motif-là qu'on a fermé ce site internet. Donc peut-être qu'il faut distinguer la notation de l'établissement de la notation des professionnels qui exercent, ou là qui est beaucoup plus problématique d'un point de vue droit à la vie privée et respect des données à caractère personnel, qui est une composante de la vie privée de ces professionnels. Jurisprudence qui fait écho notamment aussi à ce qui se passe du côté des médecins. Je vous le disais aussi, le syndicat des médecins libéraux qui s'inquiète là aussi de cette habitude prise des patients de noter leurs praticiens. D'abord, la question, c'est de savoir si on est légitime à le faire quand on est patient. Et puis, il y a aussi une autre sanction. En l'occurrence, il y a le Conseil de l'ordre des médecins. Le Conseil de l'ordre, il peut être saisi par tout patient qui souhaite le faire. Et si la faute médicale est avérée, dans ces cas-là, le praticien risque la radiation. Est-ce que, là aussi, il faut raison garder? Et autant c'est une peut-être avancée, là aussi, de retour, de feedback quasiment démocratique, de pouvoir, là aussi, donner son impression sur tel ou tel professionnel, mais parfois, encore une fois, se dire qu'on n'a peut-être pas fait 14 ans d'études pour un spécialiste et que, a priori, le médecin devrait mieux savoir que nous. Je suis d'accord. Et il y a autre chose aussi, c'est que dans ces professions réglementées, les médecins, les avocats, etc., on s'expose à un autre sujet qui est le secret professionnel. Donc vous recevez un avis négatif en ligne, n'importe quel acteur économique peut y répondre de manière gentille. En tout cas, peut reprendre la main sur le commentaire, faire une réponse au commentaire, expliquer, etc. Les médecins, comme les avocats, ne peuvent pas. Parce que dans ces cas-là, si on dit vous n'êtes pas mon client, je vous ai jamais vu dans mon cabinet, ou au contraire, vous êtes venu, mais en réalité, vous aviez eu ça, ça, ci, ça, ça. Enfin, en tout cas, on ne peut pas répondre précisément. Ou alors, on viole nos principes déontologiques. Donc, il y a un vrai sujet sur les commentaires, plus que sur les notes, finalement. Non, c'est. Je pense qu'il faut bien choisir son hôtel et son restaurant et aussi son avocat, son école ou son médecin. C'est peut-être faut avoir relativisé un peu l'importance des avis. D'accord. Donc avec son avis, mais en tout cas se faire sa propre opinion directement. Moi aussi, voilà, même si ça peut encourager, mais bon, c'est sûr que. Mais c'est vrai que sur Amazon, pour venir sur Amazon, je sélectionne que si le produit a plus de 4 étoiles. Ah, tu vois, toi aussi, tu fais référence quand même, finalement. Depuis le début. Tu te bases toi aussi sur ces avis en réalité. Allez, moi je mets 5 étoiles en tout cas. À vous, messieurs, dames, aujourd'hui pour la qualité justement de ces arguments, de ces débats. Merci Clotilde Biron pour cette toute première dans l'école du futur et le Club Actu. Merci à tous. Comme toujours, Amélia Matar. Et merci évidemment, on ne sait faire sans lui, Stéphane Zibi pour ses commentaires d'actu et ses perspectives. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.